Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce dernier LFD Live avant les vacances d'été. Je suis Olivier Frey, je suis consultant indépendant et spécialiste de l'AgTech et j'accueille aujourd'hui Alban Pobla qui est le cofondateur de Dilepix. Bonjour Alban. Bonjour. Et ainsi que Jean-Gabriel Levon qui est cofondateur et Chief Impact Officer chez Insect. Alors on va parler aujourd'hui d'entomologie et plus spécifiquement des apports de l'intelligence artificielle pour les élevages d'insectes. Alors, je vous propose de commencer un petit peu par du contexte. Pourquoi on parle d'entomologie? La FAO, en fait, a estimé qu'une augmentation nécessaire de 70% de la production alimentaire mondiale d'ici 2050 par rapport à 2009, afin de répondre justement aux besoins supplémentaires en nourriture et en aliments pour les animaux. On a un secteur de l'aquaculture qui, lui, doit répondre à une demande mondiale qui est croissante de poissons et de fruits de mer, et qui doit, pour ces poissons d'élevage, remplacer les farines de poisson par d'autres aliments qui sont riches en protéines. Et on a également une demande croissante de protéines d'origine animale qui a un impact négatif sur l'environnement, que ce soit en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'utilisation de l'eau, d'énergie et des terres rares. Alors, tout ça fait qu'aujourd'hui, les insectes comestibles, ils apparaissent de plus en plus comme une réponse à tous ces problèmes qui ont été mis en avant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on accueille Alban et Jean-Gabriel. Donc, ce que je vous propose, c'est, Alban, peut-être que tu présentes Dilepix. Avec plaisir. Alors déjà, bonjour à tous et à toutes, et je vais vous partager une présentation que j'ai préparée pour aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me confirmer que tout est bon, tout s'affiche bien? Oui. Ok. Alors Dilepix, on est une jeune start-up issue de l'INRIA. On s'est créé en 2018 et on est spécialiste en vision par ordinateur et en deep learning appliqué à l'agriculture et particulièrement sur des applications en agriculture de précision et en robotique. On est une société deep tech avec un fort background technique et une technologie vraiment différenciante. Notre mission, c'est vraiment de libérer ces technologies, le potentiel de ces technologies, pour les appliquer au secteur de l'agriculture et arriver à aider les producteurs, les agriculteurs, les éleveurs, mais aussi leurs fournisseurs à améliorer leur performance et leur empreinte écologique. Et l'idée, c'est d'aller vers des outils de monitoring des élevages, des outils d'automatisation des process industriels, voire de robotisation des équipements agricoles. Et on a un vrai positionnement orienté impact. On s'intéresse à la réduction de l'utilisation des produits chimiques en agriculture, que ce soit des produits phytosanitaires sur les cultures ou des antibiotiques et des hormones dans le domaine de l'élevage. L'objectif, c'est d'être dans les objectifs notamment 12 à 15 de l'ONU en matière de développement durable pour ceux qui connaissent ces objectifs-là. Donc mieux nourrir la planète, protéger la planète et arriver à une nourriture de qualité et faire que les hommes et les animaux soient en bonne santé. Alors, on a une équipe de 14 personnes aujourd'hui, donc 8 ingénieurs en vision par ordinateur et en intelligence artificielle, et puis une équipe support au niveau du marketing et du design. Donc, on n'est pas juste une jeune start-up, on est équipé dans l'entreprise de... Enfin, on a une ressource d'entreprise, de collaborateurs compétents et avec de l'expérience. Et aujourd'hui, les produits qu'on propose à l'industrie agricole sont des produits de monitoring des élevages, quels qu'ils soient, qui nous permettent de suivre l'activité, la croissance, le bien-être animal, la bonne santé des animaux et de fournir des diagnostics objectifs de la production. L'idée étant de libérer les producteurs, les éleveurs, les vétérinaires, les techniciens pharmaceutiques de tout un tas de tâches fastidieuses qui consisteraient à surveiller chaque animal individuellement pour lui apporter les conditions de production optimales qu'il mérite en termes de croissance et en termes de bien-être, comme je le disais tout à l'heure. Alors, l'idée, c'est de se concentrer sur des espèces comme le porcin que je viens de montrer, mais notre technologie, elle est réplicable aussi à d'autres espèces, comme les espèces bovines ou d'autres espèces type volaille, caprin, ovin. Mais on a aussi une spécialité chez Dilepix, c'est qu'on travaille dans le domaine de la production industrielle d'insectes. Donc, on a répliqué nos outils qu'on a développés d'abord sur le secteur porcin pour les appliquer maintenant à la production industrielle d'insectes.
Et l'idée, c'est de combiner nos deux technologies qu'on maîtrise chez Dilepix, donc la vision par ordinateur et le deep learning. Le deep learning nous permet de détecter des situations d'intérêt agronomique dans des images, et la plateforme de vision par ordinateur que nous avons nous permet de localiser dans le temps et dans l'espace ces situations agronomiques. Voilà, j'en ai terminé. Très bien, merci. Jean-Gabriel, on présente rapidement Insect? Oui, tout à fait. Insect, aussi une deep tech. On existe depuis maintenant 10 ans, en fait, en septembre, et on fait des élevages de scarabées. Aujourd'hui, on a 2 scarabées avec lesquels on travaille. Il y a le Tenebrio monitor. On a aussi Alphitobus diaperibus, le ver buffalo. Depuis le début de l'année, on a une boîte. On est en train de construire sa 3e usine. Et ce qu'on fait, c'est qu'on crée à partir de nos scarabées des ingrédients en industrie agroalimentaire. Donc, on nourrit le monde entier, des plantes aux animaux, en passant par l'humain, avec des engrais pour les plantes et des protéines et du gras pour les animaux et les humains. Voilà, pour faire rapidement. Alors, pourquoi on parle beaucoup d'entomologie ces derniers temps? C'est que finalement, on a quand même un marché qui explose là depuis 2-3 ans, à la fois en termes d'investissement de la part des fonds, mais aussi finalement parce qu'on a une demande de protéines d'insectes qui augmente fortement. Rabobank estimait récemment que la demande pour les protéines d'insectes pourrait atteindre près de 500 000 tonnes d'ici à 2030, alors que le marché actuel, il est d'environ 10 000 tonnes. Du coup, en fait, pourquoi aussi il y a une telle demande, c'est que les insectes, il faut voir qu'ils ont aussi pas mal d'avantages. Alors peut-être que Jean-Gabriel pourra compléter. Ils sont efficaces pour transformer les aliments en protéines. Donc, selon l'espèce ou la méthode de transformation, ils vont contenir une quantité moyenne de protéines qui varie de 50 à 82%. Donc, c'est quand même par rapport à un porc ou un bovin, c'est quand même très important la part de protéines que contient un insecte. Ils sont riches en nutriments, ils contiennent du calcium, du fer, du zinc. Et ils ont un faible impact environnemental dans le sens où il n'y a pas besoin de beaucoup de terres arables, il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau, si on les compare par exemple à du bétail. Et ils ont aussi un faible coût écologique puisqu'il y a assez peu d'émissions de gaz à effet de serre et de CO2. Donc Jean-Gabriel, est-ce qu'il y a d'autres avantages finalement aujourd'hui dans l'élevage d'insectes? Oui, déjà, bon, je pense que c'est important de rappeler qu'en agriculture, il n'y a pas de logique de faire absolument tout le temps la même chose. La monoculture, c'est rarement une bonne idée. Donc, on aura besoin de tout, on a déjà besoin de tout. Et il ne faut pas se dire qu'il y a une espèce animale ou végétale qui domine. Ils n'ont fait que ça. Le soja, en soi, c'est une très très bonne protéine. Techniquement, d'un vue nutritionnel, c'est une bonne protéine. Par contre, quand on fait que ça, on voit à quoi ça aboutit aujourd'hui, ne serait-ce qu'en termes de déforestation, mais en soi, c'est une bonne protéine. Oui, donc les insectes, c'est super intéressant pour toutes les raisons que vous avez citées et pour plein d'autres. Dans les insectes, quand on parle des insectes, il y en a plein en fait. C'est comme quand on parle des vertébrés. Donc il y a autant de différences entre les insectes qu'il peut y avoir entre les vaches, les cochons, les poulets et les grenouilles, quoi. Donc c'est toujours intéressant de le citer. Nous, je vous ai dit qu'on faisait du scarabée, mais on en fait déjà 2 espèces. Il y a des mouches, il y a des criquets. Quand je dis mouches, il y a des mouches. Il y a la Black Soldier Fly, mais aussi la mouche domestique. Dans les criquets, pareil, on a 3 espèces au minimum. En ce moment, en Europe, il y a des discussions sur une 12aine d'espèces différentes. Donc, le point commun qu'on a tous ensemble, c'est le côté réglementation de l'insecte. Par contre, chaque espèce va vraiment avoir ses spécificités, ses marchés, son niveau de performance. On a déjà des clients qui utilisent plusieurs espèces d'insectes dans la construction de leurs produits. Donc, faut vraiment regarder le côté d'un point de vue qualité et performance qui sont propres à chaque insecte, et c'est très bien. C'est-à-dire que le côté, il n'y a pas
un écosystème qui tient en monoculture, ça n'existe pas. Donc, voilà, je pense que c'est important de le rappeler aussi parce qu'on a tendance à chercher le meilleur du monde et foncer dessus, mais c'est, en tout cas, en écologie, c'est rarement ça. Vaut mieux un petit peu de tout. Voilà. Alors, je vous ai mis, pour illustrer un peu nos propos, c'est un schéma qui est paru dans un article du Financial Times, hein, donc je m'excuse auprès de ceux qui parlent pas anglais, mais l'idée, c'est de montrer un peu, finalement, la chaîne de valeur des insectes. Hein. Alors, les insectes, on les nourrit principalement avec des déchets alimentaires. Ils ont un cycle de vie de 6 à 12 semaines et surtout, en fait, dans notre esprit d'Européens, insectes, on pense souvent, enfin, c'est un peu ragoûtant pour les humains. On n'a pas l'habitude de manger des insectes en Europe, alors que c'est quand même assez commun en Afrique et en Asie. Donc, chez nous, ce qu'il faut bien voir, c'est que finalement, les insectes sont utilisés principalement pour les animaux de compagnie, pour la nourriture à destination, enfin la pet food, comme on dit couramment, donc soit sous forme d'huile ou transformée sous forme de farine. L'autre utilisation, ça va être pour l'alimentation animale. Donc là, aujourd'hui, il n'y a pas encore les autorisations, mais peut-être que demain, on pourra nourrir les porcs et la volaille. Il y a une autre utilisation possible en aquaculture, et donc une faible part aujourd'hui des insectes à destination de l'alimentation humaine. Donc on estime quand même que en tout cas Rabobank estime que le gros de l'utilisation des insectes, ce sera à destination de la pet food et de l'alimentation animale. Ouais, et le côté... Là-dessus, voilà, il y a un site qui est très bien fait, hein, c'est le site de l'IPIF, qui est l'organe de représentation de toute l'industrie au niveau européen, IPU2F, pour ceux qui s'intéressent. Donc le schéma-là fonctionne. Il y a deux choses qui sont importantes de rappeler. Techniquement, on n'a pas le droit de donner des déchets aux insectes. C'est forcément des coproduits, parce que le statut de déchet en Europe est transmissible. Si vous donnez un déchet, enfin, si vous mangez un déchet, vous devenez un déchet. Ne mangez pas vos poubelles. Et d'un point de vue marché, en fait, tous les marchés ne sont pas ouverts sur tout et pour tous les insectes. Donc là, pareil, sur le site de l'IPIF, vous avez insecte par insecte, ce qui est autorisé, ce qui n'est pas, en fonction de l'insecte et du produit. Par exemple, aujourd'hui, cochon et poulet, c'est autorisé uniquement pour les huiles. C'est pas autorisé pour la protéine. Le côté human food, il y a un insecte qui a eu l'autorisation, c'est le Pellandrium monitor. Pour l'instant, les autres ne l'ont pas. Sur le côté pet food, c'est ouvert pour tout le monde. Enfin, voilà, il y a vraiment de la nuance, nuance là-dedans. Ça va quand même progressivement, et on voit, et puis se travaille pour, à une ouverture de plus en plus grande de tous ces marchés-là, mais ça va à la vitesse de la réglementation. C'est vrai que ça met un peu de temps. Je suis désolé, il faut que je m'avance juste une minute, le temps d'aller attraper mon chargeur de portable. J'arrête tout de suite. Une autre utilisation à laquelle on ne pense pas forcément souvent, mais qui est vraiment à fort impact, c'est en fait, on peut aujourd'hui utiliser les déchets des insectes, donc tous les déchets organiques produits par les insectes, pour en faire des fertilisants. Donc ça, c'est une utilisation assez intéressante. On peut faire de l'engrais avec les excréments des insectes. Donc on reviendra peut-être là-dessus avec Alban tout à l'heure sur cette question-là. Mais en tout cas, il faut bien voir que les insectes ont quand même un cycle de vie, et vraiment autour de l'économie circulaire, il y a quelque chose de très intéressant à faire. Autre point qui fait qu'on a un focus aujourd'hui sur les insectes, c'est évidemment toutes les levées de fonds qu'on a entendues ces derniers mois. Hein. Donc aujourd'hui, on a Insect, mais il y a eu d'autres acteurs qui ont aussi levé des fonds. Et en fait, ce qui se passe, c'est que finalement, on a une augmentation exponentielle des capitaux dans les startups qui sont spécialisées dans l'élevage d'insectes. Hein. Vous voyez, entre 2017 et 2018, ça a commencé à exploser. Alors, c'est aussi dû au fait que l'Europe a autorisé les insectes pour l'alimentation en aquaculture. Donc, on voit qu'il y a vraiment une arrivée de capitaux sur le marché des startups d'insectes à partir de 2018, et ça a explosé en 2020
parce qu'il y a notamment eu quelques grosses levées de fonds, notamment chez les Français. Je parle d'INSEC, mais il y a aussi Innovafit qui a levé des fonds. Donc là, on est quand même sur des montants qui sont de plus en plus importants, et donc ça met aussi le focus sur ce secteur-là. Donc aujourd'hui, en fait, on est là pour parler aussi d'automatisation. Alors, qu'est-ce que l'automatisation, finalement, peut amener dans l'élevage d'insectes? Alors, Alban, toi, tu es spécialiste sur tout ce qui est intelligence artificielle, algorithme de deep learning et machine learning. Qu'est-ce que toi, Dilepix, vous pouvez amener aux entreprises qui font de l'élevage d'insectes aujourd'hui? C'est vrai que l'enjeu aujourd'hui pour la production industrielle d'insectes, tu l'as dit tout à l'heure, Olivier, c'est d'atteindre des très forts tonnages, des très grandes quantités de production. Et donc l'enjeu, ça va être de proposer à l'industrie de la production d'insectes, pour des entreprises comme celle que je représente, des outils qui permettent d'automatiser un maximum de tâches dans la production pour libérer les opérateurs sur les sites de production de tâches répétitives et de les aider à se concentrer sur les process industriels et de se concentrer sur Me revoilà. laquelle... Désolé pour l'air. Pas de souci, Jean-Gabriel, de pas les suppléer, mais de les compléter par des outils qui automatisent des tâches, comme je le disais, et qui vont permettre d'améliorer la qualité et la quantité produite, tout en garantissant bien sûr la rentabilité des opérateurs. Et donc, si je peux peut-être partager à nouveau quelques slides pour pouvoir vous illustrer visuellement les choses. Donc tout à l'heure, est-ce que vous voyez bien mes slides? Très bien. Très bien. Donc typiquement, les outils qu'on nous demande de mettre au point dans l'industrie de la production d'insectes, c'est des outils de comptage. Alors, on se concentre particulièrement, on y reviendra un peu tout à l'heure sur l'ensemble de la chaîne de production, mais chez Dilepix, on se concentre principalement, du fait de la demande de nos clients, sur la phase larvaire. Et l'idée, c'est d'aller compter les larves, notamment, de détecter combien de larves sont en bonne santé, combien de larves sont mortes, ça arrive évidemment. On parlait tout à l'heure de compost, Olivier, donc de détecter aussi ce qu'on appelle le fraise, donc les déchets que génèrent les larves, pour éviter qu'elles soient parmi trop de déchets et qu'on renouvelle les bacs régulièrement en leur redonnant de la nourriture. Je simplifie un peu, c'est un peu plus complexe que ça, mais je laisserai Jean-Gabriel s'exprimer sur ces points-là. Et l'idée, c'est d'aller proposer aux opérateurs des outils qui vont faire ce travail automatique de détection des situations à risque ou des situations de baisse de production ou de risque de baisse de qualité sur la chaîne de production. Donc pour ça, nous, on s'intéresse à toute la chaîne de fabrication, à tout le process de fabrication de protéines jusqu'à, on va dire, on s'arrête, nous, au moment où ça devient de l'agroalimentaire, on va dire, jusqu'à ce que la larve soit vivante, on va dire. Donc on va s'intéresser au stade larvaire, je le disais, on va s'intéresser au stade où les larves commencent à croître, on va s'intéresser à des tâches de robotisation, de tri sur la chaîne de production. On va s'intéresser aussi à la phase de pupaison. Donc la pupaison, c'est le temps pendant lequel s'opère la transformation d'une larve en une nymphe ou d'une nymphe en un adulte. Et puis après, il y a aussi des opérations sur les adultes, il faut compter les mâles et les femelles, par exemple, des choses comme ça. Donc c'est ça qu'on fait chez Dilepix, c'est qu'on s'attaque c'est pas le bon mot, mais on s'adresse à 5 étapes phares de la production industrielle d'insectes. Et parmi les options que l'on développe chez Dilepix en termes d'outils, eh bien, on développe des outils de comptage, des outils de calcul de ratio, des outils de robotisation de tâches, à toutes ces 5 tâches qu'on peut trouver, ces 5 étapes qu'on peut trouver dans le process de production d'insectes. D'accord. Et vous, Jean-Gabriel, quels sont les process qui sont automatisables dans vos fermes? Et finalement, qu'est-ce que l'automatisation, elle vous apporte concrètement pour l'élevage? En fait, l'automatisation, c'est pour nous, c'est un petit peu notre usine zéro, quoi. C'est-à-dire que l'entièreté de l'usine est conçue autour de l'outil informatique. Une autre manière de dire ça, c'est si l'industrie, typiquement de l'insecte, parce que tous les insectes là-dessus fonctionnent pareil, mais d'une façon générale, les fermes verticales ne pouvaient pas exister avant à cause du fait que l'outil informatique n'était pas suffisamment mature. Donc là, typiquement, vous voyez, j'aime beaucoup les images justement en fait, c'est le même algorithme que la reconnaissance de tête qui est utilisé pour faire ces images-là, et ça marche très très bien sur les insectes, effectivement. Et c'est super visuel. Ça, c'est une application dans l'algorithme de deep learning. On peut en faire plein, on peut en faire sur aussi les conditions d'élevage, la température, l'humidité, etc. Tout ça, à partir du moment où on a les données qui sortent, donc que ça soit une image ou que ça soit du chiffre,
que c'est bien organisé, que c'est bien structuré, c'est-à-dire qu'on a on a un programme de construction de notre infrastructure informatique qui dure depuis 6 ans maintenant, pour structurer la donnée. Et à partir du moment où on a une donnée qui est vraiment structurée et propre, enfin là, la data science et tous les logiciels de deep learning s'éclatent, quoi. On en tire la quintessence. Et ça peut aller de choses, on va dire, assez simples comme du contrôle qualité ou des choses. Alors, quand je dis simple, ça ne veut pas dire que c'est pas important. C'est simple, mais c'est au cœur de. Enfin, si on s'occupe pas de la qualité de nos élevages, ça n'a rien qui fonctionne. Mais ça peut aussi aller chercher de l'anticipation, de maintenance sur un élément de l'usine qu'on arrive à attraper peut-être quelques semaines à l'avance par rapport à quelqu'un qui est dans l'usine. On peut avoir des cartographies comme ça qui permettent de mettre en rouge, en vert, en jaune, en orange les endroits qui vont bien ou qui vont moins bien, des points d'intention réels. Il y a plein de choses dans l'analyse du futur proche qui est super intéressante avec toute l'infrastructure 4.0. Mais ça demande d'être extrêmement rigoureux dans l'application, de ne pas faire de shortcuts parce que, vous comprenez, ça va plus vite, ça coûte moins cher, etc. Il faut former les gens, tout simplement. Donc, il y a tout un change management aussi à faire là-dessus, qui est passionnant, hein, très clairement. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est spécifique à l'industrie de l'insecte, mais en tout cas, c'est commun à toutes les usines qui se sont intégrées sur l'outil informatique. On a beaucoup de gens qui travaillent avec nous, qui viennent, par exemple, dans l'industrie automobile. D'accord. J'ai entendu dire que vous aviez plus de 1 milliard de data points par jour qui sont collectés chez vous, c'est vrai? Ouais, on a fait le calcul. donc voilà, bon après, faut relativiser. Hein. C'est 1 milliard de data points. Par contre, en termes d'entrée-sortie, je pense plutôt qu'on est à quelques milliers. C'est pas ça. Donc, quand vous prenez, par exemple, un point toutes les quelques dizaines de secondes, ça peut très, très vite monter à 1 milliard. Ça, c'était plus un chiffre comme, mais techniquement, c'est vrai, on a bien 1 milliard de data qui sortent par jour. Donc, ça montre aussi la volumétrie, mais pour appliquer des algorithmes, enfin, je pense que Alban t'en parle pas mieux que moi, mais on a besoin d'une certaine granulométrie et d'une certaine quantité pour que les algorithmes puissent se déployer vraiment avec toute leur potentiel. Alors, on a une petite question de la part de nos spectateurs. C'est combien de temps faut-il pour entraîner un réseau de neurones capable de compter automatiquement les larves? C'est fait. Enfin, franchement, une fois que c'est construit, c'est fait. Hein. Alors, ouais, effectivement, ils existent déjà ces réseaux, mais peut-être la question, c'est combien de temps ça prend quand on n'en a pas sur une nouvelle espèce, par exemple, parce que Jean-Gabriel citait que les espèces ne se ressemblent pas toutes. Effectivement, au niveau des adultes, notamment, elles sont très différentes les unes des autres. Il y a un peu plus de ressemblance au niveau des larves, bien sûr. Et l'idée, c'est qu'il faut adapter aussi l'apprentissage des réseaux de neurones aux conditions de production. Parfois, ça va être un tapis roulant noir, parfois, ça va être une coupelle, parfois, ça va être un bac. Jean-Gabriel évoquait du suivi de température, donc parfois, ça va être une caméra infrarouge, par exemple, pour regarder la température à différents endroits du bac. Parfois, ça va être une caméra qu'on dit RGB, une caméra classique, qui va prendre des images en 3 niveaux de couleur, qui va juste surveiller la présence de larves dans des coupelles, par exemple. Hein. Ça peut être des appareils à fort grossissement, parce que je peux vous assurer qu'il y a des larves qui sont très, 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 très petites au début du process. Donc, en fait, on va adapter l'apprentissage des réseaux de neurones en fonction de l'étape de production sur laquelle on veut faire du contrôle qualité, du comptage, du calcul de ratio, etc. Donc, pour répondre à ta question, Olivier, ou la question de la personne qui a posé la question, eh bien, ça va de 3 à 6 mois. Ça dépend du nombre d'images qu'on peut générer chaque jour, puisqu'on a besoin de quelques centaines d'images quand on utilise du deep learning. D'autres techniques nécessitent des millions d'images, mais nous, on a besoin de quelques centaines d'images. Et après, ça dépend si on veut que cette étape soit spécifique à une seule ligne de production dans une seule usine. Si le client, ça peut arriver à plusieurs usines avec des différences subtil mais notable pour le réseau de neurones entre les usines. Là, il va falloir généraliser l'apprentissage à différents cas d'usage ou à différents cas de production, toujours pour la même larve. Donc, en gros, on peut situer entre 3 et 6 mois. Ça peut aller jusqu'à 9 mois si le process est très complexe. Mais généralement, nous, on met à peu près 3 mois entre le moment où on reçoit la première image et on a un réseau entraîné. Après, ça dépend comment ça s'intègre, le dashboard qu'il faut produire, les spécificités.
c'est super intéressant ce que tu dis, et ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne se rend pas forcément compte au démarrage quand on commence avec ces techniques-là. En fait, la partie standard du développement de quelque chose en IA, c'est la partie algorithmique. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment sur étagère, c'est la partie standard, en fait. Par contre, ce qui est très compliqué, c'est d'avoir le bon capteur qui prend la bonne image et qui fait la bonne data au bon endroit. Ça, c'est très compliqué. Et en fait, tant qu'on n'a pas cette donnée de manière propre, et prendre par exemple des photos d'insectes, pas si évident que ça, en tout cas des belles photos exploitables, c'est compliqué. C'est compliqué. En fait, il y a cette période-là, par contre, qui peut prendre pour le coup du temps. Je prends l'exemple de l'élevage d'insectes. Au début, on ne savait même pas quel KPI il fallait qu'on suive pour élever nos insectes. Et c'est au fur et à mesure qu'on a appris notre métier, qu'on a construit, qu'on s'est renseigné, qu'on s'est renseigné, non, qu'on a un peu inventé le truc, quoi, qu'on a commencé à se dire, ah bah, en fait, c'est ça qui est pertinent, c'est la taille de la larve, non, en fait, c'est son diamètre, et au fur et à mesure, on avance comme ça. Mais c'est le côté, qu'est-ce que je capte et qu'est-ce que je veux voir, c'est presque plus complexe que, une fois qu'on a les photos, développer l'outil qui le fait automatiquement. Exactement. Oui, parce que j'ai. Vas-y, Alban. Non, en fait. Vas-y. Si je peux compléter ce que disait Gabriel, en fait, la première étape, c'est d'utiliser effectivement des photos, donc sur des situations fixes. Là, on peut faire un certain nombre de choses, mais si on veut regarder le bien-être des larves, si elles se développent bien, si elles sont vivantes, si elles bougent, eh bien là, il faut utiliser des flux vidéo. Et donc, ça devient une technologie un peu plus complexe qu'on maîtrise chez Dilepix. C'est une des différenciations qu'on a par rapport à beaucoup de nos concurrents. Et je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles on est un des seuls opérateurs au monde à commencer à proposer des solutions en mode prestataire. Chez Insect, il y a aussi des développements, bien sûr, en interne. Et donc, l'idée, c'est d'être capable d'opérer à la fois sur des animaux vivants qui bougent et dont on veut observer certains critères quand ils bougent, et puis aussi sur une ligne de production en mouvement. Donc, il faut à la fois être capable de voir des animaux qui bougent, mais aussi sur une ligne de production en mouvement. Et ça nécessite de développer des outils un peu particuliers qui vont amener vers la robotisation quasi complète de certaines étapes de production, toujours pilotées, encore une fois, par des humains, parce que l'idée, c'est qu'on ne remplace pas l'humain. Ouais, c'est ça. Parce que l'humain est essentiel pour optimiser. Jean-Gabriel l'a encore mieux dit que moi, mais aujourd'hui, on est encore dans des phases d'optimisation des process de production, et donc on n'a pas encore tout appris. Mais encore une fois, je laisse Gabriel s'exprimer là-dessus. C'est lui spécialiste. On n'a pas encore tout appris de l'optimisation. On est encore à quelques dizaines de milliers de tonnes. On a besoin de 500 milliers de tonnes. Donc, on va encore améliorer ces process, et nos outils sont là pour justement, quand il y a des nouveaux tests, libérer les opérateurs de toutes ces opérations fastidieuses. Nous, on donne des KPI qui vont permettre aux opérateurs justement d'améliorer leur process. Typiquement, une image qu'on donne souvent sur les élevages de vertébrés, les grands élevages, juste à la ferme, ça a commencé à exister au milieu du XXe siècle, forcément. On découvre encore aujourd'hui des éléments sur comment vivent ces animaux, qu'est-ce qui fait qu'ils se développent ou pas, c'est quoi leur santé, etc. Ça fait 80 ans. L'industrie des insectes, elle a 10 ans. Donc on a un gap de connaissances, et on en apprend vraiment littéralement tous les jours, quoi. C'est-à-dire que la science avance, qui fait évoluer les techniques, qui nous permet d'affiner nos algorithmes, qui nous permet d'en créer de nouveaux. Et au fur et à mesure, en fait, c'est de l'innovation, quoi. On découvre des choses, on essaie de voir ce qu'on peut faire. Alban, j'ai une autre question pour toi là, de notre audience. Est-ce que toutes les espèces d'insectes peuvent être analysées avec votre algo? Alors oui, comme je le disais, peut-être Jean-Gabriel en a parlé un petit peu, mais comme je disais tout à l'heure, au stade larvaire, les larves se ressemblent assez les unes les autres. Donc, il faut quand même réentraîner les réseaux si les larves sont très différentes les unes des autres. Au stade adulte, c'est un peu plus différent. Mais il n'y a pas de limite, comme l'a dit Jean-Gabriel, il n'y a pas de limite. Hein. C'est des techniques d'apprentissage qui sont connues. Nous, on a développé nos propres architectures pour les optimiser, pour qu'elles puissent arriver jusque sur la ligne de production. On travaille avec nos clients. Hein. C'est pas Dilepix qui invente tout. On a des partenaires dans la production d'insectes qui nous amènent aussi leur part de connaissances. Et c'est avec eux qu'on
qu'on développe en commun des produits dont on parlera un peu plus tard, parce que la plupart des projets sur lesquels on travaille sont sous NDA. Hein. L'industrie de l'insecte est très, très protectrice de ces process, et c'est normal, puisque on est encore en phase d'élaboration de ces process. C'est beaucoup plus ouvert, mais c'est pas un reproche quand je dis ça, évidemment, dans le domaine porcin ou bovin. Donc là, on est en train effectivement de développer des produits avec eux, et il n'y a pas de limite aujourd'hui, je peux te le confirmer, Olivier, au nombre d'espèces sur lesquelles on peut travailler. La meilleure preuve, c'est qu'on travaillait porcin au départ, qu'on peut travailler bovin, qu'on peut travailler copain, et qu'on vient sur les insectes. Donc, tant qu'on peut avoir des images et qu'on a un process qui est décrit, eh bien, on va entraîner nos réseaux. Les entrées, c'est les images, les sorties, c'est ce qu'on veut avoir en sortie. Et puis après, une fois que ces réseaux sont entraînés, ces réseaux tournent sur la ligne de production. Oui, Ce qu'il faut, je c'est pense ce qu'a dit Jean-Gabriel est très important, c'est qu'on est le bon capteur adapté au bon endroit de la production. C'est pas pareil de prendre une photo de temps en temps pour juste faire un petit comptage contrôle qualité que d'observer des millions et des millions de larves par jour sur un tapis roulant, par exemple. Donc, faut deux capteurs différents. C'est clair, et c'est pas forcément une image qui va répondre aux besoins qualité qu'a un opérateur, par exemple, sur un menu. Ça peut être une image, mais il n'y a pas que l'image qui existe. Il peut y avoir des variations de toit, des variations de température, plein de paramètres qu'on peut prendre autres qu'une image, mais qui vont fonctionner pareil d'un point de vue algorithmique. C'est-à-dire qu'on va transformer ces données en une sorte d'image, et c'est sur la reconnaissance de patterns en fait que l'algorithmique va être puissante, quoi. Alors, le pattern, ça peut être un bout d'image, comme on a vu dans les exemples que vous avez partagés, mais ça peut aussi être une structure de données particulière, donc c'est pour des cours. J'ai une autre question pour vous deux cette fois-ci. Si les données analysées sont mauvaises, comme par exemple la mortalité des larves, l'excès de phrase, comment est-ce que vous séparez les différents éléments? Ah bah c'est le principe de tout ça, c'est garbage in, garbage out. Hein. Donc, le premier travail, c'est avoir une data propre. Bon. Enfin, je pense. Hein. Et je pense que c'est la difficulté justement dans l'élevage d'insectes par rapport à des productions végétales comme le blé ou d'autres productions où on a des jeux de données, enfin des jeux de photos existantes. Chez vous, il faut créer ces jeux Ouais, tout à fait. à l'entrée, quoi. Donc la difficulté pour vous, elle est là. C'est exactement ça, mais c'est pas non plus extrêmement complexe. Hein. Créer quelques centaines de photos qui documentent un état ou quelque chose comme ça, c'est prendre 100 photos, quoi. C'est pas compliqué. Typiquement, voilà, sur la durée qui est donnée avant, en 3 à 6 mois, on est capable de créer ça facilement. Il suffit de mettre quelqu'un qui prend des photos quand l'occurrence se crée, et ça se fait assez rapidement. C'est pas le plus complexe. Le plus complexe, c'est de savoir quoi prendre, comment le prendre, à quel niveau, et puis de façon automatisée. Par exemple, prendre une photo dans un univers industriel, c'est pas simple. Ça vibre, etc. C'est pour ça que les flux vidéo, pour certaines opérations, c'est pas mal, ça permet de donner ça. Voilà, mais c'est toujours la question est plus sur le capteur finalement que sur l'analyse après, quoi. Comment je peux avoir une donnée propre? C'est quoi ma stratégie pour avoir une donnée propre? Ouais, et puis pour compléter, dans le domaine de l'insecte, il n'y a pas de saison, contrairement aux cultures. Par exemple, ça se rapproche assez de trouver, par exemple, des adventices, des mauvaises herbes parmi une culture d'intérêt. Là, on va chercher du frasse parmi des larves. Donc, c'est la même problématique. On entraîne le réseau, mais derrière, c'est quasiment les mêmes outils. Sauf que quand tu veux aller dans des cultures, tu as besoin d'attendre quasiment 3 saisons culturales pour avoir toutes les conditions opérationnelles, toutes les conditions de pousse d'adventices. Là, tu vas, comme le dit Jean-Gabriel, tu vas dans l'usine. Pendant 2-3 mois, tu récoltes des images et c'est non-stop. Et c'est en grande quantité que tu peux récolter des images. Donc, finalement, la complexité, elle est pas là. On peut aller très, très vite si on sait, comme l'a dit Jean-Gabriel, ce qu'on en cherche, ce qu'on veut obtenir. Et après, l'obtention des images et l'entraînement des réseaux, c'est pas forcément un problème. Par contre, d'avoir les très bons outils pour être capable de détecter certaines choses dans des images, ça, c'est touchy. Et c'est ça qu'on maîtrise chez Dilibix. Donc, nous, on n'est pas des spécialistes de la production d'insectes, on est des spécialistes de l'analyse d'images dans la production d'insectes, notamment. Voilà. Mais là, le savoir-faire, savoir ce qu'il faut regarder, comment il faut l'analyser, ça, c'est nos clients qui le font. Nous, on leur apporte une brique technologique qui vient s'installer, un peu comme le disait Jean-Gabriel, dans leur système informatique, on appelle ça un SCADA, dans leur ERP de production. Et à certaines étapes de la production, il y a la nécessité d'un contrôle visuel. Donc, c'est là qu'on opère, nous, bien sûr. Et c'est assez simple, finalement. C'est pas compliqué d'avoir des images. Et d'ailleurs, avec beaucoup de choses différentes dedans, il faut juste apprendre au réseau à bien reconnaître ce qui est intéressant dans les images.
Alors j'ai une autre question pour vous deux, hein. On a souvent tendance, quand on parle d'automatisation, de robotisation, à mettre ça, à critiquer en disant que finalement les robots et l'automatisation, ça va remplacer les humains et ça va détruire des emplois. Alors finalement, comment ça peut comment vous l'expliquez, vous, dans l'élevage d'insectes? Qu'est-ce que ça apporte et est-ce que ça remplace Non, des non. humains? C'est juste pas vrai. Les, les métiers, en fait, on va plutôt les aider avec l'informatique. C'est-à-dire on crée en fait des métiers qui sont beaucoup plus intéressants. Euh, je prends un exemple avec les outils dont on parle souvent sur la qualité. Bah, un opérateur, il peut prendre des décisions tout de suite, lui-même, en autonomie, pour corriger ce qui est en train de se passer sur la ligne ou sur une machine ou sur l'élevage. Euh, Bah, ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'attendre un retour d'une personne qui est en qualité. Ça, c'est super. Et du coup, pareil, le travail des personnes qui ont été à la qualité, bah, ils peuvent se concentrer sur améliorer l'outil, améliorer le système. Donc, faut, faut plus voir ça comme vraiment comme un outil. euh, là où on va pouvoir peut-être parler plus ouais, de métiers qui sont moins présents. Chez nous, ça va être par contre les métiers de la manutention, parce que par exemple, les tâches où on va déplacer des choses lourdes, bah, ça va être des machines, des robots, qui le font. Euh, c'est comme les camions. Bah, les camions, ça nous aide aussi à porter des choses lourdes. Ils ne portent plus à deux hommes, c'est pas très grave. Euh, voilà, moi, en tout cas, c'est ce que je vois. On améliore les métiers plus qu'on ne le remplace. Et puis, on Ouais, puis crée plein de jobs à côté aussi. Enfin, c'est ça. autant Ouais. la boîte d'Alban me distrait pas ça. Et dans l'agriculture en général, on a quand même une pénurie de main-d'œuvre, donc c'est intéressant aussi de proposer des métiers où on va plutôt être un peu technophile, on va proposer des outils technologiques qui vont intéresser énormément la nouvelle génération. Je parle de toutes les productions animales, hein, pas que l'insecte. Donc l'idée, c'est d'aider les opérateurs, les producteurs à reprendre le pilotage de leur ferme ou de leur production et de ne pas être noyés parmi tout un tas de tâches fastidieuses, répétitives, parfois dangereuses, hein, quand il faut manipuler un bœuf. Vous imaginez que c'est pas pareil que quand on manipule évidemment une larve et on peut se faire écraser, enfin, on peut se faire blesser par l'animal. Si vous avez une caméra qui vous dit tiens, il y a un problème sur l'animal, bah, vous pouvez vous concentrer sur quelle est ma stratégie d'alimentation, quelle est ma stratégie de bien-être et comment je peux l'adapter pour corriger ce problème-là sans avoir à contendre l'animal, sans avoir à manipuler l'animal. Donc il y a ça aussi. Il y a la même chose chez les insectes, hein. Si on peut ne pas avoir à trop les manipuler et les laisser tranquilles, manger tranquillement, se reproduire tranquillement, et pas intervenir tout le temps, bah, on laisse les machines faire ce qui est répétitif, ce qui est ennuyeux, ce qui n'est pas à valeur ajoutée, comme disait Jean Gabriel, et on permet aussi de créer des emplois qualifiés de gens qui sont plutôt des ingénieurs en informatique, en agronomie, etc., et qui s'intéressent à ces métiers-là. Nous, en intelligence artificielle, il y a beaucoup d'ingénieurs qui vont plutôt aller vers l'automobile, l'aérospatiale, la défense, etc. Donc, quand ils voient ce qu'on est capable de faire chez Dilipix appliqué à l'agriculture, avec une mission à impact, là, ça les intéresse énormément. Ils se disent, mais là, je vais pouvoir faire d'autres choses que de construire des bombes ou des voitures. Je vais pouvoir servir la planète, je vais pouvoir faire des algorithmes super touchy qui ont été développés dans l'espace, qui ont été développés avec des opérateurs de l'aérospatiale, de la défense, etc. Et je vais les appliquer à l'agriculture. Et je vais rendre service à la planète. Donc non, je pense que ça peut vraiment créer des emplois nouveaux. C'est schumpeterien dans un sens, mais c'est très, très créateur d'emplois aussi dans un autre sens. Voilà. Et concrètement, là, vous recrutez dans vos deux entreprises en ce moment, vous cherchez des gens, là, s'il y a peut-être dans notre auditoire des gens qui sont intéressés. Oui. Ouais, vous cherchez des gens qui bossent dans l'IA, des data scientists, des opérateurs. Vous cherchez quoi exactement là, en ce moment? Ouais, très clairement. Bah, en ce moment, il y a toute la phase de recrutement qui a démarré pour une prochaine ville qu'on est en train de construire à Amiens. Donc on a un site qui est très bien fait, qui s'appelle Welcome to the Jungle, bienvenue dans la jungle, sur lequel on publie absolument toutes nos offres. Donc, allez-y. La candidature spontanée, c'est aussi toujours une très bonne manière, de nous contacter, hein. Donc, faut vraiment pas hésiter. Voilà. Enfin, on est vraiment dans une entreprise industrielle qui se construit, donc on a des besoins vraiment dans tous les domaines, de la R&D à la data, en passant par les opérations, et aussi toutes les fonctions corporate, hein, parce qu'il il faut aussi du monde pour supporter toute l'équipe qui grossit.
Voilà. C'est des gens qui sont intéressés. Nous, on recrute effectivement des ingénieurs computer vision, des ingénieurs en intelligence artificielle. Donc, typiquement, on est en train de préparer une série A en ce moment. Et donc, dès 2022, l'objectif, c'est de doubler l'équipe, carrément. On est plus petit que Insect. Donc, c'est plus facile de doubler l'effectif. Mais non, clairement, il y a des recrutements en vue. L'objectif, c'est de se consolider sur ce secteur de l'insecte, mais sur d'autres secteurs. Mais nous, on est agnostique en termes de secteur agricole. Nos outils peuvent se déployer sur plusieurs verticales. Donc, l'idée, c'est de trouver plutôt des ingénieurs généralistes qui sont intéressés par nos missions et notre vision de l'agriculture durable et qui veulent appliquer leurs connaissances à ce secteur-là. D'accord. Pas leur connaissance, mais leur expérience et leurs compétences aussi. On a une nouvelle question qui est arrivée, c'est contrôler avec l'intelligence artificielle versus contrôle par un opérateur humain. Quels sont vos retours d'expérience à tous les deux? Est-ce qu'il y a plus d'erreurs par la machine ou par l'humain? En fait, il y a 100% d'erreurs par les humains. Dans le sens où la machine, c'est une aide à la décision. Une machine, c'est assez bête. Si on surveille pas qu'elle dévie pas, qu'elle soit virtuelle ou qu'elle soit réelle, elle dévie. Donc, ouais, le 100% de pas d'erreur, ça n'existe pas. Il y a toujours des probabilités qu'on en passe pour vérifier que ça continue de fonctionner, etc., comme on le souhaite. Lui, c'est vraiment quelque chose d'aide à la décision. Et la machine n'est pas non plus, ou l'algorithme n'est jamais capable de repérer, par exemple, 100% de tout ce qui se passe. Donc, du coup, il y a toujours une partie sur laquelle la machine va sortir plutôt point d'interrogation. Et dans ce cas-là, c'est à l'opérateur d'aller voir, de comprendre ce qui se passe. Peut-être que c'est un nouveau use case qu'il faut qu'on développe, qu'il faut qu'on intègre à notre architecture, etc. Donc voilà, ma réponse, ça serait plutôt ça. C'est une machine qui est créée par des humains, avec des humains et qui s'occupe de joyeuses, en fait. Mais c'est notre responsabilité de pleine entière. Il n'y a pas de... On ne se décharge pas sur la machine nous aide. Ouais, je confirme, il y a plusieurs dimensions de réponse à cette question. La première, c'est qu'il y a toujours un pilote humain de toute façon, donc qui va vérifier que la machine répond bien aux consignes qu'on lui a données ou aux tâches qu'on souhaite qu'elle effectue. Il y a une autre dimension qui est celle de est-ce qu'on veut économiser du temps, est-ce qu'on veut économiser de l'argent, est-ce qu'on veut économiser ci ou ça ou améliorer des process. Donc le fait de faire des process contrôlés de façon répétitive et automatique, ça économise aussi beaucoup de charges. Donc l'idée, c'est de dire est-ce qu'on est au bon niveau de précision par rapport au ROI qu'on attend. Ça sert à rien de développer un système qui vaut 10 millions d'euros et qui augmente juste de 0,1% la performance de l'algorithme, tu vois. Donc, tout ça, il faut le dimensionner, il faut faire la balance entre combien on va investir pour développer un système avec une certaine performance et précision versus combien ça nous fait accélérer nos process, combien ça fait de libérer de temps aux opérateurs. Et donc, la troisième dimension, le gain, ça répond directement à la question, c'est nous, par exemple, on a estimé avec des prospects et des clients en cours qu'on va 200 fois plus vite qu'un opérateur pour des tâches répétitives. Bien sûr, on n'est là que pour donner une information analytique objective. Ça fonctionne 24 heures sur 24. Un logiciel, c'est jamais fatigué parce que la fatigue visuelle au bout d'une journée où tu t'es tapé 36 coupelles où il faut compter des milliers de larves, elle est certaine, que tu sois bac plus 10 ou simple manipulateur. Et puis, l'idée, c'est aussi que en économisant ce temps-là, on a estimé que c'était de l'ordre de 430 heures qu'on économisait par opérateur par an sur une ligne. Ces 430 heures, on voit tout de suite à quoi elles peuvent être utilisées en R&D, en amélioration de process. Tiens, je vais tester une nouvelle façon de faire pour voir si je peux pas améliorer cette chose-là. Tiens, j'ai eu un problème à tel endroit. Est-ce que je peux pas relancer un test et hop, le logiciel va faire tout le calcul tout seul. Et il n'a pas à faire le calcul lui-même, l'opérateur, ce que disait déjà Jean-Gabriel tout à l'heure. Donc, il y a plusieurs dimensions de réponse. Ça dépend des opérateurs. Certains vont chercher la performance, d'autres la précision. Ça dépend à quelle étape on est du processus de production. Il y a des étapes très en amont, on a besoin d'être ultra précis parce que la moindre variation de grammes de production a un impact. Et puis, il y a d'autres stades où la précision est pas... et c'est pas absolu. Ce qu'on cherche en tout cas chez Dilypix, pour finir de répondre, c'est qu'on cherche à être au moins aussi compétent, au moins aussi performant qu'un opérateur humain. Donc l'idée, c'est de ne pas faire plus d'erreurs que n'en fait un humain. Donc un humain, il est précis à 84, 90%, il va généralement pas forcément faire plus d'erreurs que ça. Je parle très en général en intelligence artificielle. Donc l'idée, c'est d'essayer d'atteindre ces performances-là, mais on balance toujours la performance avec le coût de développement et le ROI qu'on attend derrière au final.
Oui, je pense effectivement, tu as raison de dire que une machine, enfin un robot ou une machine ne se fatigue pas, ne se lasse pas sur des tâches aussi répétitives que ça. Et c'est Ouais, chez Non, mais, Insect, il y a des robots qui se lassent. non, mais ça peut dévier. Enfin, ça dévie. Ok, Et la déviation, c'est un vrai truc. Enfin, par exemple, si le capteur ne capte plus ce qui se passe dans la réalité, l'algorithme il dévie. S'il y a une lumière qui n'est plus la même, l'algorithme il dévie. Enfin, il y a un côté ouais. maintenance. Alors, voilà, on n'est pas dans Minecraft quand on a construit la ferme, ça fonctionne quoi. Pour faire clair. Non, Et quand ça dévie comme ça, comment on corrige le tir du coup? Bah, c'est le côté maintenance préventive, calibration. Ok, Ça, c'est le classique de la vie d'une usine. Le fait que derrière, il y ait du logiciel, ça change pas. Quand il y a un capteur, des capteurs de vie, donc tu vas avoir un plan de maintenance, mais ça, il n'y a rien de neuf là-dedans, mais ça demande une surveillance aussi dans les équipes de maintenance ou même des opérateurs qui, dans leur checklist, ont la calibration des machines qui vont mener régulièrement. Mais c'est plus simple calibrer une fois une machine qui va répéter l'opération que de faire toute l'opération. Après, bon, c'est comme les humains qui portent des lunettes. Si on lave jamais ses lunettes, au fur et à mesure, on voit de moins en moins bien. Et donc, de temps en temps, il faut nettoyer les caméras pour que les optiques soient propres. Et puis après, bon, les déviations dont parle Jean-Gabriel peuvent parfois être détectées automatiquement, mais c'est encore faut-il avoir les bons outils pour ça. Donc, c'est ça. Il y a normalement quand même une répétabilité et puis dans la durée des opérations que font ces outils-là, mais il n'empêche pas effectivement que des opérations de contrôle ponctuel de leur performance sont à faire pour vérifier qu'on est toujours bien dans le process attendu. d'accord. Et du coup, comment, petite question un peu pour finir là, parce qu'il nous reste une douzaine de minutes, s'il y a d'autres questions dans l'audience, n'hésitez pas. Comment vous voyez l'avenir de l'élevage d'insectes tous les deux au niveau de la massification, là, dont les chiffres que donnait Rabobank, est-ce que vous pensez que c'est surestimé, sous-estimé? Comment vous voyez ça? Largement sous-estimé. Très, 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 très clairement. Largement Donc sous-estimé. on va voir de nouvelles levées de fonds dans l'année à venir ou pas? Oh, bah oui, certainement. Mais non, non, franchement, ça se développe bien. Je pense que c'est une solution qui coche énormément de cases, quelle que soit l'espèce d'insecte, hein, voilà. Euh, Ça marche, ça fonctionne. Il y a de plus en plus de projets qui se montent à travers le monde. Et c'est bien. Enfin, euh, être copié pour un entrepreneur, c'est la meilleure chose qui puisse arriver, quoi. Ça veut Bien dire sûr. qu'on est vraiment sur quelque chose qui tient la route et qui se fait valider. Donc, oui, non, c'est un bon développement. L'enjeu maintenant, ça va être, comme pour tout le monde, hein, de réussir à rester dans les 1,5 degrés planétaires. Donc ça, c'est pas que chez l'insecte, c'est chez absolument tout le monde. Pas encore. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire hein, pour reconnaître tout ça. Vous voyez de l'avenir vraiment enfin en tout cas en Europe, sur l'utilisation des insectes pour l'alimentation animale? Enfin, il y a intérêt, ouais. Ah, Est-ce qu'on va dépasser les freins culturels qu'on a le Burke Effect et tout ça? bon, il y aura toujours des gens pour qui ça sera impossible, mais quand il y a des gens pour qui c'est impossible de manger une loutre ou des escargots ou des grenouilles. Après, il y aura largement assez de gens pour qui ça ne sera pas un problème pour qu'il y ait un marché qui se développe et qui soit là, comme avec les escargots. Voilà. Ce qu'on sait, c'est que à partir du moment où les gens mangent quelque chose qui est bon, ils y arrivent. Oui, puis après, il y a tout le marché des compléments alimentaires, tout le marché des ingrédients pour les plats préparés. Si les enfants savaient qu'il y avait de la gélatine de porc dans les bonbons, je ne sais pas s'ils en mangeraient tant que ça. Donc, il y a tout un tas d'ingrédients qui peuvent rentrer tout à fait de façon naturelle dans l'alimentation humaine, même si, de toute façon, mais tu as cité les chiffres tout à l'heure, Olivier, nous, ce qu'on constate, c'est quand même qu'on travaille plutôt pour des gens qui travaillent à la protéine qui va servir à nourrir en pet food et en livestock, donc là, en animaux de compagnie et en animaux d'élevage. 95%, je ne connais pas très très bien les chiffres exacts, on sait qu'ils sont de cet ordre-là. Donc, c'est pas tellement le marché humain qui va driver, en tout cas pour nous, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, qui va driver l'intérêt pour nos solutions, c'est plutôt ceux qui vendent des protéines, effectivement, pour le marché aquacole, pet food et puis livestock. Ouais, tout à fait. Enfin, c'est exactement ça.
faut bien rappeler que l'autorisation officielle en Europe pour l'alimentation humaine, en ce moment, c'est un seul insecte qui est un monitor, et c'est que depuis janvier 2021, officiellement. Donc avant, c'était des expérimentations. Je pense que vous avez tous croisé dans une soirée ou quelque chose comme ça, des petits insectes séchés, etc. Mais ça, c'était encore expérimental. On ne pouvait pas l'acheter, par exemple, en grande surface ou dans les commerces traditionnels. Donc, le côté humain va se développer, mais complètement d'accord avec ce constat-là. Les gros drivers du marché aujourd'hui, en tout cas sur la protéine, ça restera pet food et aquaculture pour quelques années. C'est très clair. Mais je ne vois pas pourquoi l'humain, en tout cas la partie humaine, se développerait pas. Et on le voit bien à Ok. travers la nature des investisseurs, et Jean-Gabriel en parle encore mieux que moi. Ceux qui ont massivement investi, c'est aussi des producteurs eux-mêmes de nourriture pour animaux. Donc, ils voient, eux, déjà, alors qu'on pourrait penser que ça les concurrence, pas du tout. Ils voient déjà un marché très, très opportun pour eux. Et c'est cette nature-là d'investisseurs aussi qui a fait qu'il y a eu des investissements conséquents pour construire des usines et pas juste faire de la R&D ou pas juste faire des essais. Enfin, Jean-Briel, encore une fois, je te laisse la parole là-dessus, tu connais mieux que moi. Nous, on suit ça avec beaucoup d'intérêt parce que ça drive quand même la demande qu'on a chez Dilepix. Hein, mais clairement, nous, on est emballé par l'engouement qu'il y a sur ce secteur-là. Il y a vraiment beaucoup d'outils à construire et on est très content d'y être présent. Oui, tout à fait. De toute façon, en agriculture, il faut tout pour faire un monde. Hein. C'est une mosaïque de pratiques. Donc, il y a un constat que tout le monde fait, c'est que, alors, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais la population augmente de 5% par an. Au niveau de tous ces gens-là, enfin, la question, c'est avec quoi? On n'est pas trop en position de se dire, il y a certaines catégories de protéines qu'on va arriver de côté par rapport à tout ce qui est voilà, donc je pense qu'à point de vue impact, il peut y avoir des choses qui apportent les insectes assez massivement, c'est la surpêche, c'est des choses comme ça. Euh, voilà, c'est des vraies questions. Le pet food, ça peut poser des questions aussi d'ailleurs, hein, parce qu'on ne mange pas les chiens et les chats. C'est clairement, historiquement aussi, pour les insectes, le seul marché qui a été autorisé depuis le tout début. Donc c'est aussi assez logiquement que l'industrie s'est construite là-dessus, parce que on n'a pas le droit, par exemple, de construire des usines sur des marchés interdits. Donc, jusqu'en 2017, on ne pouvait pas ouvrir une usine de production d'insectes pour nourrir les poissons. On pouvait ouvrir qu'une usine de production d'insectes pour nourrir les chiens et chats. Il y a aussi un petit élément de contexte historique à avoir, en fait, sur ce marché-là en particulier. Alors Jean-Gabriel, on a une question qui fait un peu écho à ce dont je parlais là sur l'alimentation humaine. On demande si vous comptez vous positionner sur le marché de l'alimentation humaine chez Insect. Ah bah, plus qu'on compte, on y est. Très clairement, on a fait une opération de MNR de début d'année où on a racheté une Protifarm qui était le 4 dans l'industrie de l'insecte, qui eux se sont spécialisés en alimentation humaine. C'est à la fois une manière pour nous d'être déjà présents sur le marché et puis aussi d'accélérer en fait notre food. L'autorisation, voilà, sur le dernier moniteur, là, elle est beaucoup plus vite que ce qu'on pensait, donc sinon c'est une bonne surprise. Donc du coup, maintenant, on accélère très clairement et on pense commencer par le marché de sportif. Ça arrive petit à petit, mais on y est déjà. On est là. Bien, bah, on arrive sur la fin. Je vous propose de vous passer la parole à chacun pour le petit mot de la fin, si vous avez des choses à dire pour conclure. Alban, tu commences? Oui, avec plaisir. Bah, déjà, merci à tous ceux et toutes celles qui ont suivi ce séminaire. C'est un plaisir d'échanger avec Jean-Gabriel et toi sur ces sujets. Nous, c'est vrai qu'on a un vrai espoir que justement l'agriculture devienne plus durable et qu'on trouve des solutions alternatives aux pratiques actuelles et qu'on arrive à produire de la nourriture pour nourrir ces 40 millions d'humains qui, à chaque année en plus sur la Terre, tout en préservant la Terre, tout en préservant la santé des habitants et des animaux. Et la protéine d'insectes fait partie de ces productions qu'on aime bien parce qu'elles nous permettent, nous, d'être en accord avec notre philosophie interne et puis elles nous permettent surtout de nous éclater avec nos outils parce que c'est hyper, enfin, ça change beaucoup, c'est sexy et puis c'est l'avenir. Donc, ouais, très bien. Très, très bonne perspective de développement, en tout cas pour nous, sur ce sujet. Euh, ouais, non, puis donc, Alban, faut qu'on parle. Ça m'intéresse beaucoup de voir ce que vous faites avec les vidéos. Hein. J'ai envie de voir ça.
Non, concrètement, non. Merci de l'occasion d'avoir pu parler de ça. C'est vrai qu'on parle un peu plus rarement du côté IT 4.0 qui a derrière ces fermes verticales. C'est un milieu qui est passionnant, hein. La technicité et la complexité de ce genre d'usine est assez impressionnante. Je finirai là-dessus, mais le schéma général de direction des flux transactionnels à l'intérieur de l'usine, donc c'est tous les échanges d'informations qui se fait. Donc c'est écrit en police, je crois que c'est écrit en police 11, et, ça fait 6 mètres de long sur 2 mètres de haut, avec plein de petites boîtes et des flèches les unes dans l'autre. Non, c'est super complexe, super intéressant. Et, voilà, c'est une vraie aventure d'avoir tout ça. Et dernière petite question, Jean-Gabriel, ce sera possible de visiter l'usine un de ces jours ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est pas des sites qui sont prévus pour être visités, hein. C'est pas un musée. Mais il y a toujours moyen d'organiser les choses si on peut se grouper et qu'on ne dépasse pas les tailles de groupe admissibles par les opérateurs. Mais oui, oui, bien sûr. Déjà, si vous passez sur Amiens, hein, c'est dans la zone industrielle nord, à côté de la caserne de pompiers. Ne serait-ce que de l'extérieur, vous passez voir le chantier. Hein, on voit déjà la hauteur, là, il y a les 36 mètres. Et puis l'ouverture officielle de l'usine l'année prochaine. Et on est prêt. Et puis merci Parfait. à toi Olivier, merci à la Ferme Digitale d'avoir organisé cet événement, bien sûr. Parce que c'était beaucoup de travail en amont et toutes les équipes qui nous ont aidés. On est tous les deux dans la Ferme Digitale, Insect et Dilepix. Donc c'est un très très bel groupement d'entreprises qui fait parler positivement de l'agriculture. Donc faut vraiment le signaler. Ouais, c'est très très intéressant tout ce qui s'y passe. Oui, tu as raison, Alban. Moi, la ferme digitale, je suis d'accord avec toi. C'est une belle maison et avec plein de super startups à découvrir. Donc, j'invite ceux qui nous ont suivis aujourd'hui à regarder aussi les replays des autres Live des Lives, hein, parce qu'il y a certainement des choses aussi très intéressantes. Alors, je vous remercie tous les deux. Peut-être On va Olivier, vous rappeler dire, que le oui, replay de l'émission sera disponible sur YouTube. tout à fait. Je pense que les inscrits auront le lien effectivement dans leur boîte mail sous peu. Merci à tous les deux et puis je vous souhaite de bonnes vacances à toutes et à tous. Merci, au revoir. Merci, Au revoir. ouais. Au revoir, bonne soirée à tous. Thank you.